Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, vous écoutez Rerum Natura, le rendez-vous des darwinistes et des amoureux de la zoologie fondamentale et appliquée. Ce soir, nous recevons un homme d'une élégance très rare dans le milieu scientifique, Constant Girardin de Nouillac, qui est herpétologue, professeur et maître de conférences à l'université Sidi Abdelkader à Masrata en Libye. Il est auteur du désormais classique Les serpents parlent-ils Lacan et depuis quelques mois, quelques années maintenant, il s'intéresse en bon humaniste, en homme bien mis, en positiviste, aux questions liées aux pollutions humaines dans les océans. Constant Girardin de Nouillac, c'est un nom qui ne vous est pas étranger, c'est un nom qui nous est forcément familier, puisque vous avez, Constant, la lourde charge d'être le neveu de Feu Modeste, notre ami qui animait l'émission des darwinistes dans sa toute première mouture. Nous vous recevons ce soir avec cette émotion particulière dans les magnifiques locaux de la Société des Amis de Pline l'Ancien. Vous m'avez reconnu, je suis Valère de Kerle-Kenedec et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Kevin, générique. Micheline, que tout Paris connaît bien, pèse environ 3 tonnes. Vous rencontrerez peut-être plus jamais un cochon dans votre vie. Non. Nous avons des autruches qui mangent des briquets, des cigarettes et des trousseaux de clés. On cite le cas même de locomotives ayant été renversées par des rhinocéros. Je leur dis que les hommes de science sont beaucoup moins précis que nous. Les darwinistes, présentés par Valère de Kerle-Kenedec. Bonjour à tous, chers auditeurs et chers confrères, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve aujourd'hui derrière le micro des darwinistes. En effet, comme l'a rappelé amicalement Valère, j'ai vécu beaucoup de bouleversements dans ma vie professionnelle comme personnelle ces derniers mois, notamment en effet la mort de mon cousin Modeste, ainsi qu'un accident de laboratoire qui m'a valu un court séjour en prison en Libye. Ce que je ne souhaite à personne, j'ai décidé d'arrêter avec les serpents, tout simplement, et d'explorer un nouveau champ de recherche. En effet, le dérèglement climatique est aujourd'hui quelque chose de très prégnant dans la société. C'est une réalité que personne ne peut nier, et tout le monde dans la famille Girardin a une approche fondamentalement humaniste et catholique face aux problèmes en général, et donc j'ai décidé de développer une approche éco-positiviste. Pour vous décrire un peu ce que ça peut représenter, c'est tout simplement de voir le changement climatique comme quelque chose de positif pour l'humanité. Non pas de le nier, mais de le faire sien et d'en sortir plus grand. Il s'avère que j'ai récemment découvert l'existence du grand continent de plastique. Je me suis rendu là-bas en famille, à la Pentecôte, avec ma femme, mon fils, et accompagné d'un doctorant, Paul, que je salue. Le grand continent de plastique, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce phénomène... Oui, dites-nous un peu, expliquez-nous le phénomène. Le grand continent de plastique, également appelé le vortex de déchets du Pacifique Nord, est aujourd'hui considéré comme le 7e continent. En effet, c'est une immense masse de déchets plastiques, principalement constitués d'emballages alimentaires, situés au large de la Californie. Aujourd'hui, ce grand continent de plastique, qui continue à grandir, bien évidemment, fait 3,5 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 20 fois la taille de l'Aveyron. Il y a des choses qui laissent rêveur. Tout à fait. Il est principalement constitué d'emballages alimentaires. Beaucoup de gens le voient comme une fatalité, comme quelque chose à déplorer. Or, moi, je le vois comme quelque chose qui pourrait amener du nouveau dans le vivant. En effet, il s'est doté au fur et à mesure des années d'une faune riche et d'un écosystème complexe. On y retrouve des insectes, des amphibiens marins, beaucoup de poissons. Avec ma femme et Paul, on a notamment recensé de grandes populations de chinchards aux abords du continent, mais également des mammifères marins, comme des phoques, et des oiseaux aussi, beaucoup d'oiseaux. Tout cet écosystème s'est doté d'une alimentation riche et cosmopolite. On y retrouve notamment du jambon Herta, de la marmite venue de nos amis britanniques, mais également des nouilles instantanées venues de Hong Kong, ou de l'attiéké venu directement d'Abidjan. Et moi, à travers mon livre, je cherche à prouver que ce continent de plastique est une mine d'or de biodiversité que la communauté scientifique aurait aujourd'hui tout intérêt à mettre en avant. Mon livre, à paraître à l'été, se nomme Innovative Food Chain on the Plastic Continent, A Positive Approach on Climate Change. Comme le titre l'indique, le but, c'est vraiment de développer cette approche positive du changement climatique. Le livre est à paraître bien évidemment aux éditions Plantier, qui à nouveau m'ont accordé leur confiance. Vous retrouverez dans ce livre notamment une étude de cas relativement spécifique sur les albatros et leur appétence pour la mozzarella galbani.
Le livre se décompose en 3 parties. La première est une étude poussée des écosystèmes qui ont pu s'y développer. La deuxième propose différentes solutions d'aménagement afin de renforcer cette biodiversité. On y retrouvera notamment des perchoirs pour les oiseaux, mais également des plateformes pour les mammifères marins, pour les phoques notamment. Car les phoques et les éléphants de mer et les morses ne peuvent pas se poser sur le plastique. Ils coulent tout bêtement. Et enfin, la dernière partie se propose d'introduire de nouvelles espèces non endémiques sur le continent. Avec ma femme, on y a déjà fait installer des poules. Elles se nourrissent principalement de tipiaques et de taboulés Pierre Martinet. Voilà, les poules se sont très bien accommodées aux conditions de vie locales. Elles pondent des œufs. Tout ça contribue bien évidemment à enrichir la chaîne alimentaire de cet écosystème. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes là sur ce projet ? Alors, outre mon livre à paraître chez Plantier, j'y retourne cet été accompagné de ma femme qui avait vraiment passé des vacances fabuleuses, ainsi que de Sir David Attenborough. Le but étant de tourner un documentaire que ma famille finance intégralement, qui sera présenté au festival de Gérardmer, probablement en 2024. Merci Constant. Merci Constant Girardin de Nouillac pour cette étonnante plongée dans le continent de plastique. Pour réagir à vos propos, j'ai invité 2 grandes personnalités scientifiques qui sont par ailleurs des habitués des darwinistes, c'est Jason Bibosh et Renaud Erving. Peut-être pour une réaction rapide, Renaud Erving, vous êtes chercheur et physicien, vous êtes radioactiviste et conférencier, vous êtes passionné des mutations de milieu, et quoique vos sujets d'études soient plus prosaïques, avec ce projet étonnant de nucléariser la Moselle, vous êtes président de l'association des mutants du Loir-et-Cher, peut-être une réaction à vous qui avez l'habitude de ces changements de milieu et des effets qu'ils peuvent avoir sur la faune, la mégafaune, la flore, la fonge. Merci Valère, merci Constant pour cette chronique qui met des étoiles dans les yeux, parce que effectivement la destination a l'air idyllique, hein. On pense aux Maldives, à Koh Samui, je pense aujourd'hui, mais si demain on pense au continent de plastique, c'est pas aberrant, hein, le paysage que vous dépeignez. Tout à fait. De l'eau trouble à 40 degrés, ça donne envie d'aller y tremper ses pieds, bien sûr, et émerveillement, bonheur dans les yeux, bien sûr, et exotisme, mais aussi tristesse pour ma part, à titre très personnel. J'aimerais rendre hommage à Sullivan Plante, le professeur éminent qui nous a quittés en 86, à l'occasion de la triste affaire du Rainbow Warrior, avec qui j'ai fait mes premières classes, et pour qui ce continent de plastique aurait offert un asile, je pense, salvateur et un repos bien sûr, honorable. Ça a été un des premiers à en parler d'ailleurs, et il n'était pas là que pour le dénoncer. Il avait considéré lui aussi le potentiel de ces immensités. On a dit 20 fois à l'Aveyron, rendez-vous compte, c'est un nouveau Far West, ce continent de plastique. C'est un nouveau territoire à explorer. Alors pas si nouveau, aurais-je envie de dire, cher Valère, puisque à l'époque, avec l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires, nous avions déjà travaillé un peu sur la zone, et la fosse Paris nous est bien connue. Hein, tout à fait, on avait d'ailleurs brièvement échangé. Voilà, mais quelles avaient été les conclusions de ces travaux ? Non, c'était qu'on était dans le coin, c'était sur la route, et puis on a fait une halte un moment puis on avait une cargaison, mais alors, on a poursuivi notre route, et puis alors si d'aventure, vous découvriez que... faites des tests quand même sur les fous de bassin et sur les créatures quand même qui peuvent votre continent, puis ça pourra m'intéresser, envoyez-moi des échantillons. Bien sûr, c'est quelque chose on s'arrangera, bien entendu. Quelque chose qui est tout à fait... Une réaction, Jason Bibosh, vous êtes salmonologue et ancien professeur émérite à l'université de Madison, dans le Michigan. Vous êtes... on le sait, retiré de la vie universitaire aujourd'hui, vous êtes un homme de terrain, un aventurier. Vous avez publié en 2021 Dans le ventre de la bête, hein, c'était l'opération Jonas, vous cherchiez à vous faire avalé par une baleine. Aujourd'hui, vous pilotez avec brio un label, une maison de disques, mais vous avez toujours un regard affûté sur ces questions en tant que salmonologue, évidemment, et puis d'homme de terrain. Alors déjà, bonjour, merci de me recevoir, Valère, c'est toujours un plaisir. Et puis je suis très très content de recevoir notre invité. Je l'ai déjà dit ici à l'antenne. Je n'aimais pas beaucoup votre cousin, je n'aimais pas beaucoup l'homme, mais j'ai toujours été très respectueux du travail académique qui avait été fait. Et je trouve qu'en ce qui vous concerne, la pomme n'est pas tombée loin du pommier. Concernant le continent de plastique, lors de l'opération Jonas, nous avons effectivement dérivé, nous avons pu constater effectivement dans un premier temps ces dérives. C'est sûr
que voilà, avec quand vous avez une paille plantée dans la narine, vous voyez les choses différemment sous l'eau, bien sûr. Mais voilà, le côté salmonologue, mon ancienne carrière a repris le dessus et vous vous rappelez, je pense, de mon livre Rocketfish. Je racontais comment nous catapultions les salmons par-dessus les barrages via des canons en caoutchouc. Donc, pour moi, le continent de plastique aujourd'hui, c'est le milieu naturel. Pourquoi ne le serait-il pas ? Pourquoi ne serait-ce pas maintenant ce milieu-là qui est le milieu naturel ? Alors, mon collègue Irving parlait de l'eau à 40 degrés. Je crois que les salmons peuvent évoluer, s'adapter à ces températures et trouver... S'ils ne pouvaient pas, ils en feraient des délicieux poissons en cocotte. Et ça, c'est une belle chose aussi, puisque l'humanité, je pense, et d'ailleurs c'est le sens de ce continent de plastique, l'humanité doit se réencastrer. Se réencastrer dans la nature. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que M. Girardin de Nouillac a tout à fait saisi la portée aussi ludique pour la faune de ce continent de plastique. On pourrait, moi pour ma part, j'aimerais imaginer des toboggans, des catapultes salmon, s'il faut, pour leur rappeler aussi mes canons. J'ai envie d'imaginer dans ce continent de plastique le nouveau Luna Park, cette version pour poissons où on verrait des grandes huîtres, des attractions diverses et variées, et où finalement le côté touristique pourrait aussi trouver sa part. Tout à fait, et ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à deux amis, Jules Duplan et Gustave Laporte, qui sont tous les deux conseillers en préfecture dans les Outre-mer, qui sont loin d'être des colibris de préfecture, qui sont des hommes qui n'hésitent pas à aller écouter ce que dit la Terre, à aller vraiment se confronter au rugissement des gorilles. Et ils ont mené une mission assez longue d'études, justement, d'implantation de parcs ludiques, on va dire, en milieu ultramarin, c'est-à-dire loin en zone internationale, quoi. Ce que j'aimerais quand même dire, Valère, c'est que le continent de plastique est aussi associé à un événement un peu plus triste pour ma part, puisque nous avions espéré qu'en nous cachant dans ce continent pendant des mois et des mois, nous puissions nous faire avaler au même titre qu'un sac plastique au champ ou qu'une canette de coca. Et malheureusement, Guillaume Nier et moi-même avons dérivé au milieu du Pacifique, il faut bien le dire. Et jamais nous n'avons été même mordillés, même approchés. Ça a été une très grande frustration et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je me suis relancé dans la production. Une frustration et en même temps quelque chose qui est assez rassurant quand on verra nos petits baigneurs. Voilà, il n'y a pas de grands requins blancs, il n'y a pas de cachalot. C'est tout à fait sécurisé comme zone. Nous, on a identifié aucune espèce qui présentait de risque potentiel pour des touristes, pour des chercheurs. On retrouve des poissons à chair blanche, des magnifiques oiseaux marins. C'est tout à fait délicieux comme spectacle. Vous avez parlé d'un de vos doctorants, excusez-moi, vous avez parlé d'un de vos doctorants, Monsieur Girardin, j'ai eu un problème moi-même avec un de vos doctorants. Comment vous gérez vos relations avec vos élèves ? Il est tout à fait sympathique, Paul, il est un peu fêtard parfois et pas toujours très concentré, mais c'est quand même quelqu'un de je trouve assez intelligent. Ça doit être l'exception qui confirme la règle. Peut-être. On lui souhaite en tout cas une carrière aussi belle que la vôtre et toujours cette élégance dans la manière de procéder. Peut-être un mot, Renaud Irving, puisque nous dérivons à la manière du grand continent de plastique dans cette émission, et après tout, c'est la liberté que l'on s'offre ici, dans ces locaux, et au micro des darwinistes. Renaud Irving, que pensez-vous des aménagements qui peuvent être réalisés sur le grand continent de plastique ? Hier, vous vouliez recréer la mégafaune dans toute la région de Tchernobyl. Est-ce que ce continent de plastique n'est pas finalement une feuille blanche pour des nouvelles expérimentations ? Pas tout à fait, Valère. Je pense qu'on est sur le concept de terra incognita au sens le plus pur. On est sur la nouvelle frontière qui, bien sûr, pour nous, les développeurs de recherche, pourrait soulever beaucoup d'opportunités. Vous savez qu'en chinois, crise et opportunité, c'est le même mot. Bien sûr, moi, si demain, j'essaie de développer je suis toujours, bien sûr, sur la brèche, je développe des laboratoires, j'ouvre des antennes à droite à gauche. Et si demain, moi, je peux m'implanter en Micronésie ou au large, c'est tout bénéfique. Alors, si vous me dites que demain aussi, toujours sur la brèche, mais toujours disponible pour une émission. Et finalement, c'est ce qui compte. Toujours sur le devant, là où les choses comptent, bien sûr. Et si demain, vous me dites que je peux ouvrir un Pacific Park
où derrière je peux aller piocher, moi, pour mes expériences, je peux aller faire des travaux et ouvrir peut-être un centre de recherche, peut-être aller chercher des financements, parce que on peut imaginer très très vite que tout ça s'insère dans un écosystème bien rodé avec l'État et que Vous connaissez derrière les choses fonctionnent bien. Tout ça est très bien ficelé financièrement. Beaucoup d'acteurs majeurs nous suivent dans nos recherches. On peut imaginer quel type d'animal à terme, parce qu'on pourrait aller chercher de l'orque, on pourrait aller chercher du bestiau un peu conséquent. Et pourquoi forcément du maritime ? Vous aviez parlé de votre volonté de recréer l'auroch. Bien sûr, et c'est à l'œil brillant que je me plais à imaginer que demain, ce grand apatride qui est le cheval de Przewalski puisse galoper sur une plaine multicolore d'emballage belin au choc à pic. Tout à fait, il en a d'ailleurs la rusticité, la capacité d'adaptation, c'est un cheval d'une race puissante qui saura, je pense, digérer des entrelacs de varech avec des ficellos, des restants de nourriture venus des 5 continents. C'est une belle image que vous nous proposez là, et ce sera peut-être notre image de conclusion, Renaud Erving, si vous le voulez bien. En tout cas, merci à tous de soutenir ce beau projet. Extrêmement enthousiasmant, un beau projet. Très enthousiasmé également. Qui appellera de capter le public et des subsides. Et quel spectacle aussi, et de voir... Merci Constant Girardin de Nouillac, merci Renaud Erving et Jason Biboche qui réagissaient à ces propos. Vous écoutiez Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes. À la technique, Kevin de Souza, à la réalisation, Joachim Planchard.